BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Voilà les chiffres. On va maintenant essayer de réfléchir autour de cette assurance vie, effectivement, du fonds euro et de la façon dont patrimonialement on peut se positionner sur l'assurance vie et ne pas limiter justement la question de l'assurance vie à la bête vie ou survie ou devenir ou mort du fonds en euros. Comment est-ce que vous percevez l'un l'autre déjà pour rentrer dans le vif du sujet un petit peu cette question autour de l'assurance vie aujourd'hui? Parce que la question du fonds en euros, ça nous a conduit à recevoir pas mal de critiques de nos auditeurs en nous disant oui, à chaque fois vous faites le raccourci, l'assurance vie patati. Non, l'assurance vie, ça doit se comprendre entièrement, c'est ça Gilles? C'est du fonds en euros, mais ça n'est pas que du fonds en euros. Ça n'est pas que du fonds en euros, et je crois qu'il faut véritablement se dire que l'on est dans un changement de paradigme important, parce que si vous vous placez en 1990, il y a de ça 30 ans, les taux étaient de 10%, les taux à 10 ans, de même que les taux à 2 ans d'ailleurs. Les fonds en euros servaient alors 9%. L'inflation était de 3. Vous aviez donc un taux réel net d'inflation de 6. Les prélèvements sociaux n'étaient pas encore là. C'était le bon temps. Bien, ces taux n'ont cessé de baisser pendant 30 ans et le véritable succès des fonds en euros, ça a été cette baisse des taux. Mais cette baisse des taux a amené aujourd'hui à une situation où le taux 10 ans est désormais autour de 0, il a même atteint moins 0,44 cet été, et nous avons une inflation légèrement supérieure à 1, et les fonds en euros serviront, comme le vient de dire Jean-François, à peu près à 40, je pense, cette année. Ce qui signifie que désormais, le fonds en euros, l'année dernière, c'était déjà le cas, le taux réel était négatif l'année dernière pour la majorité des fonds en euros. Tous les fonds en euros, oui c'est ça, tous les fonds en euros qui ne faisaient pas 2,10 l'année dernière n'avaient pas de taux réel positif. Donc perte de pouvoir d'achat. Perte de pouvoir d'achat, ça veut dire que je place mon argent mais je gagne moins. Bon. Deuxièmement, il faut se dire que la suite de l'histoire ne sera pas les 30 ans de baisse des taux qui ont créé des plus-values latentes obligataires, qui ont permis cette fantastique rush du fonds en euros. Il n'aura plus lieu dans le temps qui vient. Donc je pense qu'on est vraiment en fin de cycle. Nous l'avons dit à nos clients depuis fort longtemps, et il faut mettre en place de nouvelles solutions. En fait, les solutions d'hier ne seront pas celles de demain. Jean Berton, votre position au Guépard? Pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais justement, débattons-en. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'association, d'abord, notre rôle fondamental, principal, unique, c'est de défendre l'intérêt de nos adhérents. Et je dirais de nos adhérents, c'est-à-dire de ceux qui ont souscrit le contrat d'assurance Guépard, enfin différents contrats d'assurance Guépard. Vous savez que dans le cadre des associations comme la nôtre, et spécifiquement au Guépard, il n'y a pas plusieurs taux qui soient servis, c'est le même taux qui est servi pour tout le monde. Ce qui explique qu'il n'y a pas ces disparités que signalait Jean-François. Nous considérons que le fonds en euros n'est pas mort. Le fonds en euros n'est pas mort, d'abord parce que je pense qu'il faut se poser la question de savoir ce qui va se passer dans les 5 à 10 ans qui viennent en termes de taux d'intérêt, et que rien ne nous dit que obligatoirement les taux d'intérêt resteront nuls ou voire négatifs. Il y a tout lieu de penser que on est dans une phase cyclique, mais on est plutôt à la fin du cycle de baisse des taux, comme l'a dit du reste mon collègue. On est à la fin du cycle de baisse des taux, ce qui veut dire qu'on va entamer un jour ou l'autre un cycle de remontée des taux. Oui, mais on aura le stock quand même. Hein? On aura le stock, bien sûr, mais le stock pour le moment, il est encore très nettement au-dessus des taux du marché, et du reste, j'en veux pour preuve les plus-values latentes sur les portefeuilles obligataires, qui sont enregistrés dans l'ensemble ou dans la grande majorité des actifs généraux des compagnies d'assurance et des cantons des compagnies, des associations. Donc, je crois que ça, c'est un premier point. Donc, nous, il faut être en mesure quand même de redistribuer un taux. Il s'agit de protéger l'épargne, et il faut faire en sorte, autant que faire se peut, et ça ne sera peut-être pas possible tous les ans, je suis d'accord, mais quand ça l'est, il faut le faire. Il faut faire en sorte de distribuer un taux qui, après prélèvement et après l'application du forfait unique, reste supérieur ou égal au taux d'inflation. Jean-François, comment est-ce qu'on appréhende aujourd'hui cette question du fonds euro? Alors, Gilles nous propose de regarder sur longue période. Je pense qu'on va essayer de suivre ce raisonnement-là. On a eu les 30 Glorieuses.
Ça, c'est une certitude. La vraie question, c'est est-ce qu'on va avoir les 30 piteuses ? Les 30 piteuses, telles que nous les décrit Gilles à juste titre, c'est finalement le maintien de ce que l'on appelle aujourd'hui la répression financière. La répression financière, c'est quoi ? C'est le fait que l'on intervienne sur les marchés pour maintenir les taux d'intérêt à un niveau artificiellement bas. Et qu'ils soient administrés, comme on dit. Voilà, et je le dis très clairement, c'est une volonté politique. Donc, il m'est arrivé plusieurs fois, on a la réunion de la BCE aujourd'hui, il m'est arrivé plusieurs fois de dire sur ce plateau que tout le monde encensait Mario Draghi, mais que ce que faisait Mario Draghi posait un certain nombre de questions par rapport aux épargnants. La stratégie actuellement qui est menée, et qui pose d'ailleurs problème par rapport à nos amis allemands, c'est qu'on a des taux qui sont bas et on sait que c'est fait pour rincer les épargnants. Maintenant, l'avenir, c'est quoi ? On a plusieurs scénarios qui se dessinent. On a le scénario du ça reste bas, rien ne change, et là, très grande difficulté pour l'assurance vie, majeure. On a le scénario, ça se calme, et puis on revient pas pour l'assurance vie, pour le fonds en euros. Je voudrais bien qu'on distingue. Oui. Majeur. On a l'hypothèse où ça remonte un peu, c'est-à-dire qu'on vient sur des taux qui sont aux alentours de 1%, et là, ça va un peu mieux. Et puis on a l'autre hypothèse qui est de dire finalement un beau jour, on ne sait pas pourquoi, mais les taux se remettent à flamber et là on tombe sur d'autres problèmes. Donc je pense que ces débats sur l'avenir, sur ce qu'il faut faire, moi il y a une chose sur laquelle il y a une idée qu'à mon avis il faut garder, c'est que l'assurance vie, placement universel, couteau suisse, à tout faire, c'est fini. Oui. Ça, là il faut encore, l'oublier. On parle du fonds en euros. Non. Globalement. Attendez, l'assurance vie. Non, mais l'assurance vie, je vois pas aujourd'hui ce qui remettrait en cause les caractéristiques générales de l'assurance vie, c'est-à-dire la coexistence d'abord d'un fonds en euros qui offre des possibilités extraordinaires dans le cadre de la gestion financière et qui permet de lisser les à-coups de marché, qui ne doit pas être exclusivement investi en obligations, je le rappelle. Rien n'oblige les assureurs à investir uniquement en obligations le fonds euro, et du reste, beaucoup mettent quelques pourcentages dans les actions ou dans l'immobilier, et ils pourraient en faire plus si le gouvernement et les gouvernements européens se mobilisaient davantage pour obtenir une refonte des règles de solvabilité 2 qui sont extrêmement pénalisantes, en effet, pour le fonds en euros, sans justification réelle. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on a un fonds euro, on a des unités de compte, on a une souplesse, on a des avantages fiscaux qui sont liés au moment de la transmission, et je ne vois absolument pas ce qui pourrait les remettre en cause. Je rappelle que ce que disait le ministre a dit il ne faut pas fermer le fonds euro, il ne faut pas supprimer le fonds en euros. Le fonds en euros, il a 3 caractéristiques, il est très difficile de les maintenir. Il disait dans les 3 caractéristiques, c'était la liquidité permanente, la garantie en capital et la relativement bonne rentabilité. Alors, c'est le dernier point qui pose problème aujourd'hui, c'est la relativement bonne rentabilité. Mais bon, je veux dire, ça ne tue pas pour autant le fonds euro. Et est-ce que de même que le livret d'épargne, il n'a pas été tué par le fait qu'on va baisser les taux à 0,50. Est-ce que ce qui pose problème, finalement, c'est pas la place qu'a occupé finalement le fonds euro dans le réflexe patrimonial français? Est-ce que le fait que le fonds en euros ait pris cette omniprésence dans le contrat d'assurance vie d'un épargnant lambda, en faisant finalement l'outil majeur de rentabilité, est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce qu'aujourd'hui le fonds en euros, non pas de devoir mourir, mais est-ce que le fonds en euros devrait pas retourner à sa place, celui d'une poche sécurisée, sécurisante, pour une partie du capital, en permettant à la performance de venir d'autres outils, Gilles? C'est exactement ça. En fait, je rejoins totalement ce que vient de dire Jean Berton, avec une pondération évidemment sur l'avenir du fonds en euros, mais clairement, le but n'est pas de tuer le fonds en euros, c'est la politique du 100% fonds en euros. Mais il est vrai que quand vous aviez, dans les années 90-2000, 5 de taux réel, sans risque, avec un pas la peine d'aller chercher liquide, à capital garanti à tout instant. Pourquoi voulez-vous aller chercher du risque? Pour beaucoup d'épargnants, c'était très très largement suffisant, et c'était un magnifique produit. Il se trouve qu'aujourd'hui, ceci s'est terminé, et alors là, même si les taux remontaient lentement, ce qui serait la solution, le temps que ceci produise des effets sur la remontée des taux, à mon sens, on en a pour un bon moment. Donc, le fonds en euros ne va pas redevenir rentable, il n'a même qu'un sens, c'est encore la baisse. Donc, le fonds en euros, c'est aujourd'hui
quelque chose qui n'est pas en mesure, sur une épargne moyen-long terme, d'offrir du rendement. En revanche, c'est quelque chose qui est effectivement dans une épargne de sécurisation et qui a une logique éventuellement successorale pour des gens âgés qui ont un profil de risque très averse. Mais en revanche, pour des gens qui veulent constituer une épargne à moyen-long terme, la diversification et le temps et la gestion à horizon déterminé deviennent absolument indispensables pour aller gagner de la performance. C'est-à-dire aujourd'hui, le moteur de performance, c'est deux choses, diversifier et se donner du temps. Parce qu'à court terme, si vous distinguez votre épargne en 3 compartiments, le compartiment court terme, vous pouvez quasiment rien faire. Je rappelle que les taux courts allemands, enfin les taux tout simplement allemands sont négatifs jusqu'à 19 ans, les taux français jusqu'à 10 ans. Ça veut dire qu'en gros, sur tout le compartiment à moins de 10 ans, aujourd'hui, vous avez des taux négatifs. Donc toute la partie courte, c'est-à-dire les 2, 3, 4 ans, ont bien du mal à offrir des taux garantis, etc., qui soit de belle qualité. Donc il faut bien diversifier sur des marchés, mais attention à être prudent, parce qu'effectivement, diversifier ça peut être dangereux, et si nous faisons beaucoup d'unités de compte, en revanche, nous faisons beaucoup d'unités de compte avec des capitaux protégés, avec des capitaux garantis, etc. Donc c'est un moyen de diversifier, mais pas de façon inconséquente en allant, si j'ose dire, mettre tout sur le rouge, pas du tout, dans une approche rationnelle, rendement-risque. Jean Bertrand ? Oui, j'ai 3 bémols là. Déjà, une première chose, c'est que je voudrais rappeler qu'il y a un produit qui vient d'être lancé qui s'appelle le plan d'épargne retraite. Et le plan d'épargne retraite, c'est un produit dont une partie, en tout cas, est assurantielle. Tout le monde n'en a pas, mais on peut le faire au niveau de l'assurance. Et il y a un petit appel du pied du gouvernement qui dit « Videz donc un peu d'assurance vie pour venir le mettre en PER ». Et nous avons, nous, au Guépard, dans une association sœur qui s'appelle Guépard Zen, lancé un des premiers PER individuels, PER 1, qui s'appelle Zen, le PER Zen. Nous avons fait. Et pour être bien zen, on applique les règles qui sont dans les règlements. Et dans les règlements, il est dit qu'il y a une gestion pilotée, que la gestion pilotée, elle peut être prudente, elle peut être équilibrée ou dynamique. Et quand elle est prudente, de 10 à 5 ans, on met 60% en fonds euros, de 5 à 2 ans, 80%, et à moins de 2 ans, on met 90%. Donc le gouvernement lui-même nous a dit, en fait, attendez, fonds euros, il faut quand même il est toujours là. Il existe toujours. Il est toujours là. Bon, très bien, premier point. Deuxième point, sur ce qu'a dit Gilles. Là, tout à fait d'accord sur le fait que les unités de compte sont là pour permettre une diversification, qu'à moyen long terme, cette diversification devrait normalement dégager des rentabilités intéressantes et pour le moment plus intéressante que celle du fonds euro. Je rappelle quand même que nous, dans les investissements que nous avons faits l'an dernier sur le fonds euro, on était au-dessus de 0%. Hein. On a choisi on peut trouver des obligations qui ont un degré de risque raisonnable et qui dégagent une certaine rentabilité. D'accord. Enfin, bon, si vous mettez 1 et que vous enlevez les frais de gestion, il ne va pas rester grand-chose quand même. Mais les frais de gestion ne sont pas tous à un niveau très élevé, donc on arrive à sortir quelque chose quand même. Deuxièmement, sur les produits structurés, moi j'ai une réticence forte, c'est que les produits structurés sont des produits qui sont totalement opaques. Et que cette opacité permet, je le sais parce que il se trouve que quand j'enseignais la finance, j'enseignais aussi la finance des produits structurés, je sais que cette opacité, ça permet de dissimuler toute une série de commissions tout à fait intéressante pour le producteur, pas pour l'acheteur, ni pour l'assureur, mais pour le producteur du produit structuré, le fabricant. Voilà. Et puis le dernier point, il faut aujourd'hui, les marchés sont sans doute pas vraiment quand même d'un niveau historique relativement élevé et qui sera peut-être difficile à battre dans les mois ou dans les semaines qui viennent. Donc il faut être très prudent quand on investit, il faut y aller par palier, par petits bouts. Je voudrais juste répondre sur les produits structurés. Je partage qu'il existe sur les produits structurés des produits totalement nocifs, très chargés, etc. En revanche, nous, notre logique, ça a été de créer nos propres produits structurés et d'être capable de les pricer nous-mêmes, c'est-à-dire d'en évaluer le prix. C'est-à-dire que nous avons nos propres modèles, nos propres générateurs de scénarios économiques, nos propres modèles stochastiques qui permettent de déterminer le prix. Autrement dit, nous pouvons identifier la marge du producteur de produits structurés, ce qui permet d'éviter effectivement un certain nombre de produits nocifs. Mais en revanche, le produit structuré permet, dès lors que les mécanismes sont simples, explicites et sur lesquels il n'y a pas de biais, c'est-à-dire par exemple dire, voilà, le capital est protégé. Je vous prends un exemple, on a un produit très simple. On protège le capital à hauteur de, par exemple, moins 30, à hauteur de moins 30. C'est-à-dire que la bourse fasse entre moins 30
ou plus 30, vous obtenez la valeur absolue de la performance. Par exemple, si vous êtes à moins 20, vous faites plus 20. Si vous êtes à moins 22, vous faites plus 22. Si vous êtes à plus 22, vous faites plus 22. Ceci est clairement écrit, et si vous passez au-dessus de moins 30, vous diminuez simplement 2 fois plus vite. C'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes à moins 31, vous ne perdez que moins 2. Ceux-ci sont des produits totalement compréhensibles par le client dès lors qu'on les explique correctement et qu'évidemment les conseillers sont formés à ceci. Ça apparaît un peu pierre philosophale, mais ça s'explique. Ça s'explique tout à fait. Ça permet, dans un moment où la bourse, effectivement, quand même est à 6000, le CAC 40, on peut penser qu'il puisse exister des corrections, même si je ne pense pas que nous soyons en fin de cycle, mais nous sommes en deuxième partie de cycle, donc il peut y avoir des corrections. Eh bien, ces produits-là permettent, en n'étant pas directionnels, c'est-à-dire pas purement la hausse, mais de jouer à la fois la hausse et la baisse des marchés, le tout dans un range, dans un tunnel qui est, me semble-t-il, qui correspond à une philosophie de risque d'un certain nombre de clients. Ça ne s'adapte pas à tout le monde, bien sûr, mais à un certain nombre de clients. Jean-François, on essaie de faire de la pédagogie, nous aussi, au quotidien. C'est vrai qu'on dit assurance vie, et quand on veut parler de fonds en euros, donc il y a le fonds en euros, il y a les UC, les unités de compte, que le vulgum pecus considère toujours comme étant un produit hyper risqué, totalement investi en actions, etc. Non, des unités de compte, c'est pas forcément un produit, le couteau entre les dents, investi en intraday sur le CAC 40. Ouais, mais là-dessus, sur les débats pédagogie, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a des débats autour de la pédagogie, il y a des débats par rapport au profil des clients. Juste, je voudrais dire un mot sur le sujet successoral, parce que Jean dit tout à l'heure, on n'est pas sûr qu'il y ait des choses qui bougent là-dessus. Moi, je crois quand même que l'ensemble du marché entretient un mythe et devrait quand même réfléchir. La tendance sur le fond, sur l'assurance vie, c'est que les règles successorales vont se durcir. Soit elles se durciront sur l'assurance vie, soit relativement elles s'amélioreront par ailleurs. On l'a vu avec la loi TEPA, qui a exonéré le conjoint de droit de succession, qui fait que, grosso modo, le contrat d'assurance vie, lorsque vous mettez comme bénéficiaire votre conjoint, il n'a pas plus d'avantages que s'il était hors du contrat d'assurance vie. Je rappelle qu'il y a un rapport qui a été remis à Nicole Belloubet, qui évoque le fait que l'on baisse la réserve héréditaire. Donc la réserve héréditaire, c'est quelque chose qui est remis aux héritiers. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que les règles de réserve sont partiellement détournées par l'assurance vie, puisque l'assurance vie n'est pas dans la succession. Et aujourd'hui, il y a des propositions qui existent en disant baissons la réserve héréditaire, mais rentrons l'assurance vie dans l'actif successoral. Oui, mais enfin, un rapport, c'est pas la loi, et quand il est écrit par les notaires qui ont toujours été contre le système de l'assurance vie, c'est pas. Non, mais je suis d'accord. Mais moi, je pense. Attendons le contre-rapport. Moi, je pense surtout. Non, mais je pense surtout, en fait, que l'assurance vie a besoin de se réinventer. Et moi, dans tout ce que j'entends, c'est que j'entends une sorte de commentaire de on a une enveloppe fiscale dans laquelle on va faire de la gestion financière. Donc, on nous dit que l'assurance vie, c'est un peu une sorte de PEA avec un périmètre qui va être un peu plus important et des avantages fiscaux qui sont différents. Moi, je pense que l'assurance vie a besoin de se réinventer dans ses offres. On a déjà débattu ici sur le fait que je trouve, sur le sujet des unités de compte, je trouve ça très bizarre vu la volatilité des marchés, que personne n'ait mis en place des systèmes pour dire j'achète telle unité de compte, mais qu'à partir de tel niveau, tel que ça existe en épargne salariale. Donc je pense qu'il y a tout un tas de services, tout un tas de nouvelles garanties à faire. Et dans ce que j'entends aujourd'hui sur le marché, j'ai plutôt le sentiment qu'on se dit on va voir comment on va pouvoir intervenir sur tel et tel taux, plutôt que de se poser la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on arrive à faire de neuf. Ça ne remet pas du tout en cause le schéma général de l'assurance vie. Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est pas le schéma général qu'on remet en cause. Maintenant, les applications, les caractéristiques particulières des contrats, ça a toujours été ouvert, et on peut très bien mettre en place, en effet, ce genre de système. Jean Berton évoquait, et vous avez rebondi aussi, Gilles, sur le fait qu'il y avait l'assurance vie, puis qu'à côté, il y allait avoir le PER. Justement, dans un avenir, là, il nous reste 1 minute. Comment est-ce qu'on peut segmenter son offre patrimoniale? Aujourd'hui, on a l'assurance vie, il faudra avoir du PER, il faudra avoir autre chose. Vous avez, vous, un produit particulier qui s'appelle la tontine. Ça, c'est juste pour quelques-uns, ou c'est un produit qui peut s'imbriquer là-dedans? Très clairement, je vous l'ai dit, il y a l'épargne courte, il y a l'épargne moyen terme, ça c'est celle de l'assurance vie qu'on vient de définir, et puis il y a l'épargne long terme. Pour l'épargne long terme, l'épargne retraite, je mets la tontine et le PER dans cette même type d'enveloppe, eh bien, nous avons la possibilité d'avoir une gestion à horizon déterminé, puisqu'effectivement, on peut commencer avec des titres plus sensibles dans le risque, et puis désensibiliser progressivement de façon à obtenir des surperformances. Je vous prends un exemple. La tontine, depuis 30 ans, c'est pas rien, depuis 30 ans, offre, pour quelqu'un qui a 45 ans, pour une durée 15, a souscrit une tontine, offre un taux de rendement
réel, c'est-à-dire net d'inflation de 3%. C'est-à-dire que depuis 4 ans, la tontine offre 4,55 net d'inflation sur la même période. Ça veut dire quand même que quand vous faites de la gestion en bloquant des fonds, mais donc ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais si vous êtes capable de bloquer sur un horizon, ce qui coûte très cher aujourd'hui, c'est la liquidité. La liquidité avec un capital garanti. Si vous n'avez pas de liquidité à tout instant, alors vous pouvez obtenir de bien meilleurs rendements. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de liquidité. Et bien évidemment, ce n'est pas le produit couteau suisse qui répond à tout le monde. Mais ce qui est fondamental, c'est véritablement que si vous êtes capable de bloquer vos fonds, vous pouvez avoir de bien meilleurs rendements. C'est pour ça que nous avons une approche à horizon déterminé. C'est ce qu'on trouve dans le PER. Hein. C'est exactement de la même façon. De la même façon. D'ailleurs, nous croyons aussi au PER. Il y a pas de Très vite, Jean-François, parce qu'après on part à Davos. Non, juste sur ce sujet-là, moi je pense que sur la place, on a fait une erreur totale qui est de vouloir mettre de la liquidité partout. Ouais. Et la liquidité dans un patrimoine, c'est quelque chose qui se gère. Aujourd'hui, tout est liquide et on a ultra simplifié et vraisemblablement, ça a un coût en termes de performance. Quelques idées donc sur ce débat autour de l'assurance vie délivré ce matin par Jean Berton pour le Guépard. Merci Jean. Par Gilles Ulrich pour le Conservateur. Merci Gilles. Et bien sûr Jean-François Filiâtre et Marché Gagnant. Merci Jean-François. À la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Bon.